Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Tels les Terence Hill et Bud Spencer du podcast, ils distribuent les claques visuelles à travers leur sélection de séries aux petits oignons. Je veux bien sûr parler de mon duo de choc, Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut Jérémy, salut Pierre, salut à vous qui nous écoutez. Bonjour. Pierre est Je suis très bonne grognon humeur comme d'hab. apparemment. Ouais. Ne crie pas dans le micro par contre s'il te plaît, ça Pardon. sature. Aujourd'hui, on va parler d'une série diffusée sur Amazon Prime Video, la plateforme d'Amazon, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et cette série n'est autre que The Underground Railroad. Alors, petite tradition, avant de commencer à vous parler de la série, Pierre va nous lire le petit résumé proposé par la plateforme. Oui, le petit résumé qui est cette fois-ci un peu long. Alors, réalisé par Barry Jenkins, réalisateur oscarisé, et inspiré du roman de Colson Whitehead, Underground Railroad raconte la quête de liberté d'une esclave, Cora Randall, dans le sud des États-Unis. Après s'être enfui d'une plantation pour partir à la recherche du légendaire chemin de fer clandestin, Cora découvre qu'il existe un véritable réseau de voies souterraines qui parcourt, 3 petits points, le sud. Désolé, voilà. Pendant 2 Donc secondes, c'est- j'ai cru que tu allais dire Barry Jenkins, réalisateur Oscar Isaacs, mais... Oui, voilà. Donc, c'est le podcast de l'humour, c'est sympa. Donc, alors c'est bien, ça résume tout à fait le pilote. Donc, voilà, le podcast est terminé. Merci. Le suivant. Ça résume vraiment tout à fait le premier épisode parce que ça spoil même la fin du pilote, on va dire. Voilà. Bon bah alors on va pas passer la parole à Mathias. Désolé, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré, on est un peu on n'est pas encore dans le show là. Mathias, présente-nous un peu plus en détail ce qui se passe dans le pilote s'il te plaît. Eh ben écoute, le pilote, comme l'a très bien dit Pierre, ça suit le destin d'une jeune esclave qui cherche à s'émanciper. Alors elle, au départ, elle n'est pas très partante pour l'émancipation. Il se trouve que sa mère l'a abandonnée. Ça, on le sait très tôt. Et sa mère a réussi à s'enfuir et personne n'a de nouvelles d'elle. Et déjà, il faut dire que ça se passe en Géorgie. Donc, c'est un État du sud-est américain qui se trouve juste au-dessus de la Floride, juste au-dessus de la petite pointe là. Et donc, c'est un État dans lequel l'esclavagisme était très très actif. Et donc, on suit cette jeune Cora qui travaille dans une plantation de coton. Et donc, on voit le quotidien des esclaves, c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, la façon dont ils vivent au quotidien. Et voilà, rien ne nous est épargné sur effectivement les façons dont ils sont rabaissés, ils sont malmenés, torturés. Et donc, parmi ces esclaves, il en est un qui s'appelle César, qui reconnaît en Cora qui voit en Cora une lumière, une force et qui décide de lui proposer de s'échapper. Elle, au début, n'est pas très convaincue et on va assister à des punitions particulièrement violentes, des lynchages et tout, qui font que, en fait, elle se décide à accepter le deal que lui propose César et effectivement, il s'embarque dans une sorte de road trip qui va très vite tourner à la chasse à l'homme parce que ils vont être comment dire on va se rendre compte qu'ils se sont échappés et donc et c'est un métier là-bas. Il y a une espèce de chasseur d'esclaves qui s'embarque, qui a l'air absolument très efficace dans son travail, qui part donc aux trousses de la jeune Cora et du grand César. Il dit d'ailleurs que la seule esclave lui ayant jamais échappé est la mère de Cora d'ailleurs. Exactement. Donc là, on voit un peu tout ça à travers le pilote. Dit comme ça, c'est assez réducteur parce que la série raconte beaucoup de choses, enfin parle beaucoup de l'esclavagisme par rapport à la façon de tourner. Enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Je trouve qu'il y a une photo qui est très perturbante. C'est très peu éclairé. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus sombre
de plus noir, sans mauvais jeu de mots. Et la lumière, elle est, on la cherche en fait. L'épisode pilote est assez étouffant. C'est-à-dire que moi, j'ai cherché les moments où j'allais pouvoir respirer et j'étais constamment en tension par rapport à ce à quoi j'assistais, à cette violence qui est omniprésente en permanence et les questions que ça pose sur. Alors, on se place, hein, on est fin 19e siècle, on est dans les années 1860, il me semble. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez m'arrêter si je dis de bêtises. Non, il me D'accord. semble que c'est ça. Du coup, mais donc c'est assez graphique et on se rend compte qu'à cette époque-là, en fait, voilà, il y a un langage, il y a quelque chose qui est particulièrement choquant et une attitude et le fait qu'en fait tout soit normé, c'est-à-dire qu'on se rend compte et c'est très bien montré la façon dont les codes sont mis en place. Il y a des codes de vie, des codes de comment les esclaves sont organisés entre eux, comment la plantation est gérée, etc. Ouais, Pierre, Oui, tu peux peut-être rajouter que dans l'épisode pilote, il y a un des deux maîtres de la plantation qui meurt, et c'est son frère qui est un peu plus cruel que lui qui reprend les rênes de tout ça. Et il enlève les quelques tout petits privilèges qu'avaient les esclaves, c'est-à-dire faire des fêtes entre eux, tout ça. Donc et il se passe un événement, bon, on pourrait le raconter, mais il y a un événement qui fait que Cora décide de vraiment s'échapper de la plantation et tenter sa chance. Tu peux en parler parce que c'est vrai que c'est une scène Oui, c'est une scène assez assez marquante, oui. traumatisante. C'est vrai En qu'il y avait gros, vas-y, je te laisse raconter si tu as Non, envie de c'est parler du coup un des esclaves qui tente de s'échapper, qui est justement rattrapé par le mec par le dont je parlais. le même chasseur d'esclaves qui va poursuivre après Cora et Caesar. Et du coup, donc le fameux esclave qui s'est échappé, qui a été rattrapé, et donc fouetté pendant que les blancs mangent tranquillement à table à côté. Il est fouetté, mais c'est d'une violence assez horrible, vraiment enfin, chapeau au maquilleur, parce que c'est vraiment, j'ai l'estomac accroché, mais c'est dur, hein. On a vraiment la chair qui a été creusée presque jusqu'à l'os par endroits, et ensuite il est brûlé vif, et la scène se termine un peu comme un FPS, en fait, où on voit à travers ses yeux le monde s'éteindre, en fait. Et donc c'est une scène horrible, et c'est effectivement la scène qui fait que Cora a la révélation sur le fait qu'il faut qu'elle parte, en fait, tout simplement. Et Elle s'est faite, pardon, excuse-moi Mathias. je t'en prie. Elle s'est faite aussi elle-même, elle s'est interposée pendant, on va dire, elle s'est interposée quand un enfant se faisait battre et du coup elle se fait aussi fouetter, donc il y a pas mal d'événements successifs qui font qu'elle prenne ses décisions. Après, ce que tu disais sur la lumière, c'est assez intéressant parce que moi je trouve que justement, autant les scènes de nuit sont très sombres, après il y a quand même sur la photo, ils cherchent quand même à mettre, de temps en temps, il y a un petit côté maniériste dans la manière dont il met en scène la lumière, c'est-à-dire toujours aller chercher le soleil dans des coins de l'image et tout ça, qui peut un peu rappeler, on peut rappeler qui est Barry Jenkins, c'est quand même, comme le rappelait le résumé d'Amazon, il est oscarisé, et pas Oscar Isaac, pour Moonlight, qui était un film qui était quand même assez. En fait, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'il faisait, c'était un truc pareil. Où le temps est assez étiré, où il prend le temps de poser des ambiances. Moi, je trouve que sa méthode de réalisation, alors en tout cas sur le pilote, j'ai pas vu toute la série, elle reste un peu maniérée et de temps en temps, elle est peut-être. Il y a des scènes sur lesquelles c'est vraiment très pertinent. Il y a deux, trois scènes où je trouve qu'on est à la limite de la posture un peu artistique et des fois, ça me semble un peu en décalage en fait. C'est des trucs en fait, ça m'a un peu. Le rythme est tellement lent, faut dire que c'est assez lent comme série quand même. Ça prend son temps. Après, c'est nécessaire, je pense, que pour vivre pour vivre un peu l'ambiance de la plantation, mais de temps en temps, c'est borderline, je trouve, contemplatif. Ça m'a un peu dérouté de temps en temps, j'avoue. C'était un peu. C'était un petit. Des fois, ouais, ça m'a un peu, ouais, je sais pas. Ça Moi, m'a un peu gêné. personnellement, c'est les points qui m'ont, au contraire, qui ont un peu plus renforcé. Bah, déjà, c'est vrai que la lenteur, au contraire, t'as encore plus le temps de vivre les choses, et t'as presque l'impression d'être sur du temps réel et que ça s'arrête pas, en fait.
que typiquement la scène de lynchage qui est vraiment horrible et qui est extrêmement longue, tu as vraiment l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, tu ressens chaque coup de fouet. Et non, la photo, c'est vrai que oui, il y a un côté un peu maniéré. Après, bon, c'est une très belle photo quand même. Ah Et oui, au oui. final, ça contraste beaucoup en fait avec l'horreur de ce que ça représente, quoi. Et oui, c'est vrai que juste la scène d'intro là, que tout est en fait, faut imaginer en fait tous les plans sont un peu en slow motion et en reverse. Donc, je pense qu'il y a des scènes qui vont apparaître plus tard dans la série, parce qu'il y a notamment l'acteur qui jouait dans The Good Place et dans Midsommar, là, dont je me rappelle plus le nom, mais qu'on voit. Donc, du coup, vu qu'il n'est pas dans le pilote, c'est sûrement qu'il va arriver après. Et, Il s'appelle Will Poulter, si tu veux tout savoir. non, Si. non, je parle du Black. Ah, pardon, non, moi, Will Poulter est ici dans. Will Poulter est dans Midsommar, mais Will Poulter n'est pas dans The Good Place. Je connais pas The Good Place, ouais, Ah, c'est pour bah, ça. on en parlera peut-être un jour dans le podcast. Non, mais je chercherai tout à l'heure pendant que vous parlez. Enfin bon, ouais, du coup, là, c'est vrai que elle est visuellement très chiadée avec une photo sublime, comme tu dis. Après, moi, j'aime bien, voilà, quand on va chercher un peu le soleil comme ça. En plus, j'imagine que ça correspond bien à cette luminosité qui est un peu dans cet état de Géorgie avec des champs à perte de vue. Donc voilà, non, moi au contraire, j'ai trouvé que c'était des points plutôt positifs. Après, ça m'a rappelé beaucoup forcément 12 Years a Slave, qui est sorti il y a quelques années maintenant, donc qui était de Steve McQueen, le réalisateur, pas l'acteur, parce que l'acteur est mort depuis longtemps, et qui était pareil, qui était un film visuellement sublime, mais qui parlait de choses absolument abominables. Donc j'ai forcément fait le comparo avec ce film. Oui, Mathias. Ouais, juste, en fait, on aurait pu aussi commencer par ça. La série s'appelle The Underground Railroad, qui est donc le chemin de fer souterrain. Et en fait, c'est le nom qui était donné à des routes plus ou moins secrètes qui permettaient aux esclaves de s'affranchir, enfin de quitter le sud américain, soit pour regagner le Mexique, et là en l'occurrence c'est pour regagner le nord et le Canada. Et donc c'est au départ c'était des routes, donc des chemins qui n'étaient pas balisés, que certains abolitionnistes avaient mis en place et tout, et ça s'est concrétisé par un véritable chemin de fer souterrain, d'où le nom de la série. Et ce chemin de fer là que Cora et César vont chercher à atteindre pour effectivement partir et gagner le nord. Et c'est pour ça que l'épisode, en fait, les 3 premiers épisodes portent le nom d'États américains. Donc c'est Géorgie, South Carolina et North Carolina qui sont 3 États qui partent du sud, et quand on remonte vers le nord, voilà. Et donc on peut imaginer que c'est le chemin emprunté par le chemin de fer souterrain. Et c'est également une adaptation d'un livre. Ouais, Est-ce que quelqu'un l'a lu, le livre, d'ailleurs? pas Non. du tout. Non. Pas du tout, on est d'accord. Non, il y a un truc qui est assez intéressant à la fin du pilote, c'est une espèce de ce qui va se passer par la suite, que j'ai failli couper moi, et en fait, ça donne, en fait, tu l'impression que ça va partir dans beaucoup, beaucoup de directions. Donc, je suis assez curieux à voir la suite. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Jérémy, le parallèle avec, 12 Years a Slave, c'est, moi, ça m'a un peu dérangé. En fait, sans renier pour autant le talent de metteur en scène, et tout, c'est vraiment une série qui est, très bien produite, très bien réalisée. J'ai pas pu m'empêcher de trouver un côté un peu redite par rapport à ce qu'avait fait, Steve McQueen, parce qu'au final, c'est un peu le même, des maîtres blancs, qui sont complètement jetés. Après, moi, j'avais une préférence pour Fassbender, quoi, Michael Fassbender, qui joue un mec, complètement illuminé, qui était parfait dans son rôle. Là, le maître blanc, il est joué par un acteur. Alors, malheureusement pour moi, j'ai vu cet acteur qui s'appelle Benjamin Walker, qui joue là le maître de la plantation. J'ai vu dans un film tout pourri, il jouait un vieux truc, comédie à l'eau de rose, et en fait, moi, je le vois là-dedans. Et du coup, là, ça marchait pas pour moi. C'est un film vraiment, je vous conseille, ça s'appelle The Choice. C'est incroyable, il rencontre sa voisine, parce qu'il s'occupe de chiens, et après, c'est un film incroyable, qui est, voilà. Du coup, J'adore moi, à ça quel m'a point tu t'es capable des fois de nous sortir que des grands monuments de cinéma et aussi regarder des petites oui. rom-coms pourries. Là, c'est de la rom-com facile, hein, c'est incroyable. Et du coup, non, Benjamin Walker, joue le mec un peu sadique et tout, qui est complètement, dans le dénigrement des esclaves. Il raconte des théories absolument insensées sur
sur les noirs et tout. Donc je trouve que ça m'a malheureusement fait beaucoup trop penser à 12 Years a Slave. On retrouve un petit côté aussi, Django Unchained qui est quand même la référence de ces dernières années, sur la période de l'esclavage, qui avait traité ça aussi de manière assez dure. Bon, c'était pas réalisé par un noir, c'était réalisé par Tarantino, mais je trouve qu'il avait quand même chopé 2-3 trucs en y rajoutant un peu, un côté un peu plus fun. Et là, franchement, alors, j'attends de voir où ça va aller par la suite. Le premier épisode, aussi lugubre et intéressant soit-il en termes de réel, moi je trouve il a rien de bien novateur à raconter sur le sujet. C'est pas. Après, je pense pas que ce soit nécessaire. Mathias, vas-y. Oui, je voulais juste en profiter pour dire que le casting est quand même assez extraordinaire. Notamment, il faudrait saluer la performance de la comédienne qui joue Cora, qui est une comédienne sud-africaine, pardon. Qui s'appelle. Alors, je vais m'excuser auprès des auditeurs parce que je vais sûrement écorcher son nom, mais Tuzo Bédou, je dirais Tuzo Bédou, Bédou. qui est Faut prononcer absolument incroyable, qui porte. Alors moi j'ai vu 3 épisodes. Je me suis pas arrêté au pilote, j'ai vu 3 épisodes, donc c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir un peu rebondir sur ce que tu disais, Pierre, sur le fait que en fait ils vont aborder vraiment autre chose et différents. On va voir l'esclavagisme sous différents prismes parce que il y avait pas que des barrés et tout ça. Il y a eu, enfin, les gens étaient globalement dans un autre état d'esprit, mais dans l'épisode 2 et 3, ils abordent cette partie-là sous vraiment des angles qui n'ont rien à voir avec cet épisode pilote qui est très, j'ai envie de dire, très attendu par rapport à ce qu'on a déjà vu. Et la suite est vraiment riche en surprises et j'en dirai pas plus, mais voilà, la série est seulement en 3 épisodes aborde vraiment un éventail très très large des différents comportements que la société américaine a pu avoir face aux esclaves et des choses que moi je ne connaissais et je ne soupçonnais pas du tout, qui sont sur par exemple le contrôle des naissances ou des choses comme ça. Et c'est vraiment perturbant au possible, mais j'ai envie de dire c'est indispensable. Et dans d'autres épisodes, juste pour faire un peu de name dropping parce que moi aussi j'aime ça. Dans l'épisode 3, il y a Damon Herriman que certains connaîtront peut-être dans Justified, qui fait un facho, qui est un facho extrême et qui là incarne un abolitionniste. Et c'est assez étrange de voir dans un rôle complètement inverse. Et puis il est marié à Lily Rabe, qui est La un meuf qui personnage voulait tout le temps récurrent. plus de frites à la cantine. Non, pas du tout, qui est une jeune quoi. femme tout à fait séduisante qu'on en voit beaucoup dans American Horror Story. Donc tout ça pour dire, c'était encore pour en revenir au casting. On se doute bien qu'en voyant le pilote et le petit teasing de ce qui va se passer après, qu'ils vont pas se J'ai contenter pas de regardé faire le juste. teasing, moi. Non mais en fait, je me dis, tu peux pas faire 10 épisodes. C'est une série en 10 épisodes. Je sais Ouais. pas si on l'a mentionné. Tu peux pas faire 10 épisodes sur la plantation. Au final, en un épisode, ils ont déjà tout raconté. Et ouais, mais ce que tu Mais- dis, tout est attendu et on connaît déjà l'histoire au final. Donc là, ce qui est intéressant, Non, c'est le fait justement, qu'ils je suis pas s'échappent, quoi. d'accord. Au contraire, c'est oui, en un épisode, t'as la mise en situation et il s'échappe et du coup, l'aventure commence vraiment au bout du premier. Et comme tu dis, Ouais, oui, mais on n'aurait pas pu taper 4 épisodes dans la plantation, ça aurait été trop dur, quoi. c'est ça. Mais je trouve ça bien justement que on évacue ça et en fait on le pose, on le traite exactement comme il faut le traiter et après on part sur autre chose et juste il y a un truc qui moi me touche beaucoup, que je trouve particulièrement intelligent, c'est que les épisodes sont longs, hein, c'est des épisodes d'1 heure voire un peu plus. Et quand on sort d'un épisode comme ça, on est quand même bien matraqué. Enfin en tout cas moi je suis pas bien, voilà, c'est lourd à porter et chaque épisode se termine par une musique qui est complètement qui est pas du tout enfin qui est dans notre Anachronique. anachronique. Merci Pierre de venir à mon secours. Donc le pilote se termine par un rap par exemple qui est quelque chose qui en fait la musique du coup devient vraiment vient nous sortir de là tout en restant dans la culture. Et je trouve ça très malin en fait de
de montrer en fait cette espèce de paradoxe entre l'esclavage et ce que la culture noire en fait peut produire et produit aujourd'hui. Et ça semble rien comme ça, c'est juste un morceau qui est là sur un générique de fin, et pourtant ça dit beaucoup de choses aussi. Et je pense que c'est vraiment à l'image de cette série-là. C'est-à-dire, c'est quand même, malgré tout, ça reste fin, ça reste intelligent, et c'est pas donneur de leçons, quoi. Ah oui, ça c'est un truc qu'on ne pourra pas dire, c'est que c'est pas fait avec, quoi. Je pense que c'est des gens qui ont bien bossé dessus, c'est presque étonnant de voir ça chez Amazon, quoi. Amazon, ils ont tendance à prendre un poil plus de risques que Netflix, je trouve, dans les grands du streaming. Mais ça fait plaisir qu'ils donnent un peu une carte blanche comme ça à Barry Jenkins qui quand même réalise les 10 épisodes, donc ça aussi en général c'est assez plaisant de voir, quand un réal s'attaque à toute une série comme ça parce que ça fait vraiment un tout cohérent et bon il a pas écrit tous les épisodes, mais je pense qu'il est quand même, particulièrement présent, derrière tout ça et ouais je pense qu'arrivé à la fin ça va donner quelque chose assez massif et d'assez cohérent. Moi je vais continuer, c'est presque sûr. Après c'est pas faut pas faire ça l'histoire de déprime parce que c'est quand même assez rude, hein, ouais, le 1er, moi, il m'a foutu une, quoi. C'était, t après tu te tais un peu, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à un truc, qui rentrait plus vite dans l'action et c'est vrai que il pose tellement vite, bah, son sujet que tu fais: «Bon OK, ça te calme direct, quoi». Après, je sais pas, ouais, mais le pilote, je pense qu'il faut le voir, c'est nécessaire pour entrer dans la série, pour, au moins voir le personnage. Après, ouais, je sais pas si, peut-être qu'avec justement le fait qu'il décolle un peu de cette histoire un peu, quoi, pas convenue, mais, un peu classique d'esclavage, est-ce que sa réalisation, va un peu évoluer avec ce qu'il va raconter après, l'histoire de fuite, découvrir d'autres États des États-Unis, tout ça? Peut-être qu'il a un peu adapté sa réalisation et ça, j'ai envie de voir aussi. Parce qu'il a quand même un style super intéressant, mais Barry Jenkins. Moi, je trouve que des fois, il est un peu trop poseur. Après, c'est sa marque de fabrique un petit peu. Sur Moonlight, ça marchait plus ou moins bien, je trouvais. Là, c'est pareil, je trouve qu'il y a des hauts et des bas, mais à voir si toute une série, est-ce qu'il arrive à garder, bah, déjà, cette beauté plastique parce que quoi qu'on pense des cadrages et tout, c'est quand même plastiquement assez beau, quoi. J'ai envie de voir justement ce qu'il arrive à un peu, faire évoluer son style, sur les épisodes. Donc moi, je vais juste continuer pour ça et pour voir un peu où va cette histoire parce que effectivement, si ça traite un peu plus de sujets plus larges sur l'esclavage, au travers de ce chemin de fer, donc alors franchement, c'est la 1re fois que j'entends parler de cette histoire de chemin de fer sous la terre et tout ça. Après je sais pas trop si c'est une histoire vraie ou pas, mais ça a l'air inspiré plutôt de Ah si, hein, c'est un truc qui a existé. ouais, non, mais ça a l'air inspiré de vraies histoires, Ah donc oui. du coup, c'est quand même super intéressant de suivre ça et voir où ça va aller parce que franchement, c'est quand même assez intriguant, ne serait-ce qu'on sait que le chasseur d'esclaves va forcément revenir. Puis ils ont pris un Vous acteur que l'avez moi j'aime reconnu ou beaucoup pas qui d'ailleurs? est ouais, c'est Joel Edgerton. Ouais, c'est Oncle Owen dans Star Wars. Non, mais il a pas fait que ça, enfin non, parce qu'il y a un acteur assez sympathique, qui est australien, je crois, qui a fait pas mal de petits trucs, Tout à fait australien. assez sympas. Bah, c'est marrant parce que 2 jours avant de voir le pilote, il était dans un film The Gift, une espèce de production Blumhouse, un peu pourrie d'ailleurs, que j'ai regardé à mon grand regret. Voilà, c'est toujours fun. Sinon, ouais, moi je trouve que la série, elle s'inscrit quand même pas mal dans ce qui se fait ces dernières années, où c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de réalisateurs, créateurs noirs américains qui commencent à créer ce genre de film ou de série pour dénoncer le racisme ou l'esclavagisme. Donc c'est vrai que je sais il y a pas mal de problèmes aussi parfois aux États-Unis, même d'autres noirs trouvent que c'est au bout d'un moment, il faut arrêter de montrer trop de violence comme ça et qu'ils préféreraient voir des choses un peu gentillettes et guillerettes plutôt que revoir de la souffrance en permanence. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est vrai que forcément, j'ai pas eu trop de mal à penser. Il y a eu Zem là récemment qui se passait dans les années 50, qui était un peu dans ce style aussi, dénoncer le racisme, une famille noire qui s'installait dans un petit quartier 100% blanc. On avait également Lovecraft Country, même si c'était un peu plus fantastique. On avait quand même voilà
tout ce traitement du racisme, etc. Et puis, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, 12 Years a Slave, qui est un peu plus vieux maintenant, mais même Django aussi. Bon, là, pour le coup, c'était un black, mais plutôt, par exemple, Jordan Peele, ce que fait Jordan Peele, ça s'inscrit totalement dans cette lignée, je trouve. Pierre? Ouais, quand tu parles de ce point de vue de réalisateur, quoi, de personnes afro-américaines, moi je trouve que la série bon, c'est une série que j'adore, donc on va la placer. La série Atlanta de Donald Glover, elle est extraordinaire à ce niveau-là, parce qu'il arrive à insérer des problématiques super récentes, des choses qui tu sens que c'est du vécu, dans un récit qui est absolument cohérent sur une espèce de trio de rappeurs et son petit entourage là. Quoi, c'est le rappeur et son entourage. Et la série elle est formidable, ça je vous conseille absolument. Je pense on en parlera un de ces jours. C'est prévu. Et la série est quand même beaucoup plus moderne dans son temps et tout ça, mais elle est vraiment formidable. Et je trouve qu'ils ont quand même réussi à avoir beaucoup de. Maintenant, on commence à avoir pas mal de propositions. On peut aussi penser un peu à ce qu'avait fait, alors peut-être un peu différent, mais à ce qu'avait fait Aziz Ansari aussi sur Master of None, où il y avait quand même bah, alors c'était pas forcément sur les Noirs américains, mais il y avait quand même pas mal de propositions sur le racisme, sur la vision des familles qui étaient issues de l'immigration, tout ça, qui était super intéressant. Et la saison 3, d'ailleurs, arrive bientôt, là, qui sera consacrée au personnage de son amie, qui est jouée par Lena Waithe, je sais pas si je la prononce bien, qui est euh, je crois que c'est une lesbienne qui vit d'une espèce d'actrice dans la série. Et la saison 3 sera consacrée entièrement à ce personnage. Donc pareil, ça va être, je pense, assez intéressant à suivre comme proposition. Ça sera sur Netflix. Donc oui, moi, franchement, une série, c'est pas une agréable découverte, mais c'est une bonne découverte. Ça fait plaisir de voir des séries de cette qualité quand même qui continuent d'arriver en 2021. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi coup de Propre. poing. Ouais. Ouais, Et puis c'est vrai que c'est une belle proposition propre, mais coup de poing. d'Amazon. Je trouve qu'il y a quand même une vraie prise de risque de la part d'Amazon Oui, Prime. il y avait, Déjà Zem, juste avant, moi j'ai adoré Zem. J'espère qu'on pourra en parler à un moment ici. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est vrai que ça fait deux consécutives là, parce que j'ai maté Zem juste avant de découvrir Underground. Donc oui, chapeau Amazon. Pour le coup, je n'ai pas continué pour le moment parce que j'avais trop de travail, mais je vais clairement terminer la saison 1. Excuse-moi, Mathias. Non, mais par rapport à ce que tu disais sur le fait de certaines personnes qui redoutent qu'il y ait trop de propositions sur la violence, sur l'esclavage et tout, je trouve que en fait la proposition de série en ce moment, elle a jamais été aussi énorme. Enfin, et que finalement, quand on regarde les séries qui parlent de cette thématique-là, il y en a pas. Enfin, en termes de séries télé, dans les films, oui, mais en séries télé, non. Et je pense que cette série est vraiment importante par rapport à ça et qu'elle justifie pleinement d'être là. Et c'est intéressant de voir aussi que dans les différents producteurs de cette série, il y a Brad Pitt qui a mis de l'argent pour que la série voit le jour. Et c'est pas étonnant parce que ça fait partie comme les Leonardo, des gens, ces grands comédiens ou comment il s'appelle, George Clooney qui hésite pas à Comme mettre. Leonardo, comme si tu le connaissais. Mais bien sûr, écoute, je lui ce parlais week-end, il y a 2 jours, il est passé boire une clope. on était au Touquet, on a mangé des moules. Ouais. Écoute, c'était vraiment, enfin, c'était très sympa. Et non, mais voilà, ouais, c'est important. Et juste, j'aimerais revenir sur le fait que il y a une chose qui me semble importante, c'est que la notion de héros, elle est, elle est assez bien traitée. C'est-à-dire que par rapport à Django, où on voit que Tarantino fait un héros, limite un héros de BD, là, en fait, l'héroïsme de Cora, il est vraiment ailleurs. C'est une personne qu'on sent très forte et en même temps qui est très fragile, qui fait pas de choses exubérantes ou de. Je trouve que l'héroïsme, il se place vraiment dans la force, la résilience, et pas dans les actions ou enfin en tout cas pour l'instant sur les 3 épisodes que j'ai vus, il y a pas de triple salto, double lutz, je sors mon flingue, je tue 3 mecs, je sors un katana, j'en découpe 4. Enfin voilà, il y a pas ce truc là. Et du coup, ça donne encore plus de force et on a encore plus d'empathie et de douleur vis-à-vis de ce que ressentent les personnages, de mon point de vue. Oui, effectivement, on va pas comparer les styles de Tarantino et de Barry Jenkins. Non. Je pense pas que ce soit du tout la même école de cinéma.
Non, mais ça fait plaisir de voir Brad au générique. Donc, parce que, ouais, mais il avait produit 12 Layers a Slave aussi. Donc, Ouais. ouais, il y produit. Peut-être que c'est son. Il a un petit intérêt pour les trucs d'histoire comme ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, honnêtement, sans avoir vu toute la série, j'ai rien de plus à dire. Et je pense que c'est une série qui mériterait d'en parler en ayant vu les 10 épisodes. Donc, peut-être qu'on en parlera une autre fois quand on aura peut-être tous terminé ça, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va tous continuer. Quand on lancera le nouveau podcast, y a-t-il un final dans l'écran ? Complètement. Non, peut-être qu'on ouvrira une thématique qui est après avoir vu, ou un truc comme ça. Ouais, on fera. Ça peut être intéressant d'avoir. On va en parler à Brad pour voir s'il est d'accord, bien sûr. Ouais, s'il veut Sinon, produire, ouais. Comme ça, il nous file un petit billet. Ouais, Et- c'est quoi ça? Juste, si je dis pas de bêtises, Mathias, tu m'as dit, alors même si c'est pas une adaptation du livre, il y a un jeu de plateau Ouais. qui s'appelle aussi The Underground Railroad, c'est ça ? Exactement. Je Et me donc, souvenais qui pas suit, t'en avoir donc, parlé. Bah, écoute, c'est parce que je bois tes paroles, Mathias. Écoute, d'ailleurs, tu vas Alors, voir. je rappelle, je vais parce faire qu'en un fait, truc. Mathias va nous le montrer à la caméra, là, mais je lui rappelle que c'est un podcast, donc du coup, vous ne voyez pas, en fait. Mais vu qu'il est parti chercher la boîte de jeu, autant en profiter. Ça n'a rien à voir, c'est le Monopoly, Mathias. Alors voilà, ça s'appelle donc Freedom. C'est un jeu que je vous recommande de Brian Mayer, qui s'appelle le chemin de fer clandestin, donc Freedom. Et qui a donc, eu pareil, tu dois aider des esclaves à s'échapper, en fait. En fait, c'est une façon d'aborder l'histoire. C'est ça, c'est un jeu coopératif et absolument bien foutu. Enfin, c'est une façon de faire partager des moments qui sont extrêmement difficiles et douloureux et de mettre un pied dans l'histoire de façon intelligente et coopérative. Ok, mais est-ce que Brad Pitt a produit le jeu de plateau? Complètement, mais sous un pseudo. Donc, je ne voudrais pas griller sa couverture. Sacré Brad. Sacré Brad. Bon, bah écoute, merci pour cette petite reco supplémentaire. Bah écoutez, c'était de nouveau positif pour les trois. Rien à voir, mais tout le monde est à jour sur Mare of Easttown. Tout à fait, tout à fait. Incroyable. Aïe, l'épisode petit 5, point, no spoiler, Mare of- hein, chers auditeurs, no spoiler, mais qu'est-ce que c'est de mieux en mieux. C'est fou. Mais bon. C'est fou. Non, c'est Mais pas de mieux en mieux. Ça ne. Non, en ça fait, ne non, c'est descend une vraie pas. constante. Voilà. C'est vrai que c'est juste très bien, quoi. Non, mais bon, on va pas reparler de ça. Donc voilà, on était là pour vous parler de The Underground Railroad sur Amazon Prime Video. Attends, Jérémy. T'en es qu'on on donnait le point de précédent podcast, le point Big Shot. Est-ce que tu auras l'épisode de Big Shot? Non, je n'ai toujours pas regardé. Le pire, Voilà. c'est qu'en plus, j'ai failli Donc, regarder est-ce un que- vendredi juste parce que je savais que vous alliez me poser la question. Est-ce qu'on peut retourner le podcast sur Big Shot et que tu dises effectivement que c'est de la merde? Et je que tu tiens ne à regarderas pas, que tu ne regarderas pas la suite. Hashtag Disney+, hashtag comment il Basketball. s'appelle, hashtag l'universitaire. Comment il s'appelle? John Stamos, si tu le regardes. John qui n'a pas produit de série, hein, ils sont foulés. Et pas là pour ça. Donc non, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps. Mais j'ai continué The Bad Batch, par contre. Donc, comme quoi, on peut pas tout Grand avoir. Comme quoi, il y a des destinées qui sont quand même sombres. Donc voilà, bon, arrêtons de parler de moi, hein. Et puis arrêtons de parler tout court. Donc on vous le rappelle, The Underground Railroad sur Amazon Prime Video, donc 10 épisodes, c'est dispo depuis le 14 mai, et c'est vraiment, vraiment très sympa. En tout cas, le pilote est, à mon avis, sur la durée, c'est aussi sympa. C'est de qualité. c'est de qualité, c'est de qualité. Écoutez, dans le dernier podcast, on avait laissé un peu un message un peu dépressif où on disait s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire, juste pour nous dire que vous nous écoutez. Et cette bouteille lancée à la mer a échoué dans la petite île d'un certain Damien. Donc on tient à le remercier parce que du coup il commente depuis tous les podcasts qu'il écoute, donc ça fait très plaisir. Et alors j'ai eu un petit coup de cœur pour un de ses commentaires en particulier où il demandait si Pierre allait aimer un de ses commentaires, sachant que Pierre n'aime rien. Donc je lui ai répondu gentiment que s'il y a pas The Wire dans son commentaire, il y a peu de chances que Pierre aime ce commentaire. Voilà, donc Damien, ce n'est pas gagné, je tiens à te le dire. Mais c'est gentil d'avoir commenté chaque podcast. Je sens que tu as fait un investissement personnel. Et pour ça, je t'en remercie. Et on t'enverra une photo de Brad Pitt dédicacée par Mathias. Parce apparemment, Un selfie, bien sûr. Un selfie avec Brad Pitt? Bah oui. Moi, je le veux aussi, alors, du coup. Super, Très bien. ben voilà. Mais en tout cas, merci à Damien, merci à toi, nouveau fan numéro 1. Continuez à nous écouter, et les autres aussi d'ailleurs, continuez de nous écouter, et faites comme Damien, laissez-nous des messages partout sur Twitter, déjà, notre réseau social préféré, mais également sur SoundCloud.
Sur SoundCloud, parce qu'on peut laisser des messages sur SoundCloud. Sur les autres plateformes, je crois pas qu'on peut laisser des messages, mais si vous voulez nous laisser un message sur SoundCloud Sur ou YouTube. Twitter, sur YouTube, vous pouvez. Alors, on est également aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, Sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, Wish, Je... Vinted. Là, on va lancer un TikTok avec des podcasts de 10 Sur secondes Météo Paris. sur Sur BFM Paris. Doctolib, bientôt Doctolib. Bon, je crois que c'est le moment d'arrêter, là, ça part trop loin. Donc, vous retenez que les premiers noms que j'ai donnés et vous nous trouverez. Donc, sur hashtag y a-t-il un pilote dans l'écran. N'hésitez pas à créer ce hashtag aussi. J'espère ne pas avoir à le créer moi-même. Je veux qu'un des auditeurs le crée un jour. Je lance cette nouvelle bouteille à la mer. Pierre, Mathias, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à Merci très à vous. bientôt pour un nouvel Merci à épisode. vous. Salut, Oui. à bientôt. À bientôt.